Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour du Giro, l'étape numéro 6. C'était une étape autour de Naples, ça a été animé jusque dans les derniers instants de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. N'hésitez pas également à aller voir l'onglet communauté de la chaîne où il y a quelques sondages, on parlera des sondages dans cette vidéo, on va parler de plein d'autres choses, et puis quand vous abonnez à la chaîne vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Quand vous allez également sur la chaîne YouTube, vous pouvez faire un petit tour du côté de TikTok avec le débrief rapide juste après l'arrivée. EPS 2.0 également sur les plateformes de podcast. Et puis si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec l'étape du jour. C'était une étape qui était en deux parties avec un début de journée très vallonné, deuxième partie de course qui était beaucoup plus plate. J'avais dit plutôt sprint. Et puis hier soir, je me suis quand même dit, est-ce que j'ai pas raté quelque chose, surtout avec les nombreuses chutes qu'on avait eues et pas mal de sprinters qui étaient tombés. Je me suis dit, je vais quand même vous poser la question dans les sondages pour tenter l'échappée de baroudeur. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que oui, avec le nombre de sprinters qui est allé à terre hier, le nombre d'équipiers également de sprinters qui sont allés à terre, ça pouvait être compliqué pour certains coureurs. Et quand j'ai vu en plus ce matin l'échappée sortir et que j'ai vu Clark de Marquis, je me suis dit, Clark de Marquis, il ne faut pas leur laisser 5 minutes d'avance. C'est vraiment deux coureurs où on sait qu'ils sont, ils maîtrisent quoi, les échappées. De Marquis, pendant très longtemps, quand il était dans une échappée, ça allait au bout. C'était un peu le Thomas Voeckler italien au tout début des années jusqu'à 2015-2016. Après, c'était un petit peu moins le cas. Et Simon Clark, on l'a vu notamment sur le Tour de France, quand il prend des échappées, ça va aussi assez loin à l'avant. Et puis en plus, il y avait Delettre aussi, qui est un bon coureur. Non, c'est dommage, il n'a pas réussi à la suite dans la dernière difficulté. Parce que ça aurait peut-être changé la donne, mais peut-être qu'il se serait regardé encore un petit peu plus dans le final. Parce qu'entre Delettre et Clark, il y aurait pu avoir match entre les deux en termes de pointe de vitesse. Ils ont presque tout bien fait les deux, et puis il y a eu une grosse erreur de Simon Clark, je pense, dans le dernier kilomètre, de pas vouloir faire un tempo, et ils sont repris. Mais on peut saluer quand même l'énorme travail de la Trek aujourd'hui, qui, contrairement à d'autres équipes, n'a pas hésité à rouler et ne s'est pas caché. Et je trouve qu'il y a quelques équipes. Alors, que Bike Exchange ne roule pas, c'est tout à fait normal, ils avaient deux marquis devant. Par contre, il y a des équipes qui n'ont pas roulé aujourd'hui, et je trouve que c'est pas vraiment très intelligent de leur part. Et puis voilà, ça a été une belle étape, un beau spectacle. Je vous avais posé deux sondages hier, hier pour cette étape-là. Le premier sondage, c'était un baroudeur peut-il remporter l'étape 6 à 18h03. 96 personnes ont voté et le oui l'emporte 46 versus 44%, donc c'était assez serré le match entre les deux, vraiment c'était assez difficile de déterminer quelle sera la stratégie du jour. Et j'attends 19h pour me prononcer et on voit oui, non, ça a été très très chaud. Et puis pour vous, qui va gagner l'étape 6? Alors moi j'avais plutôt parié sur un sprint à ce moment-là. Et donc il y avait 40% pour Mats Pedersen, un autre coureur 31%, Caden Groves 19%, Michael Matthews 7% et Simone Consoni 2%. Simone Consoni qui a bien explosé au moment de lancer son sprint. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, s'il a déraillé ou s'il y a vraiment les jambes qui n'ont pas répondu, parce qu'il a vraiment complètement pété. Et puis il y avait une autre question également, je vous avais posé 3 questions même. La troisième question, c'était que fallait-il faire pour le classement général de l'étape 5? 49% voulaient qu'on respecte la règle des 3 km, 51% comprennent le classement au moment de la chute de Roglic. On a pris le classement au moment de la chute des 3 km. Bon, il n'y a que 2 coureurs qui ont perdu du temps, je crois que c'est Uran et Jevine qui a pris cher même.
au niveau du classement général hier, sinon il n'y a pas eu d'autres gros changements. Moi je trouve quand même que c'était compliqué de savoir qui était à quel endroit au moment des 3 km, au moment où la chute Remco Evenepoel s'est produit. Ouais, moi j'aurais plutôt après fait le classement au moment de la chute de Roglic. Bon, après les commissaires ont décidé de faire la règle des 3 km et de disqualifier Dainese. J'ai déjà donné mon avis dans les commentaires de la précédente vidéo, donc je ne vais pas me répéter, on va essayer d'aller quand même assez vite dans cette vidéo. Note de l'étape, j'ai décidé de mettre 17 sur 20. Je m'attendais pas à avoir un tel suspense sur cette étape-là. Moi, je m'étais dit que par rapport à l'année dernière, où le parcours était très intéressant, je m'étais dit, cette année, le parcours dans le final, il est quand même un peu plus plat. Les 40 derniers kilomètres sont quand même extrêmement plats. Je pense que ça va être quand même compliqué pour une échappée. Même si on sait qu'on est à Naples, on sait que c'est toujours technique à l'approche de Naples, au niveau des routes. Si, je pense qu'il y a l'échappée, ça va pas être suffisant. Et puis, il y a eu quand même un beau suspense. Parce que derrière, du côté du peloton, il y a beaucoup d'équipes qui ont tenté d'économiser des forces et qu'à un moment, on a failli se faire avoir. Et heureusement que Clark s'est quand même bien planté parce que sinon, c'était perdu pour le peloton. Voilà, et c'est vrai que ce dernier kilomètre, au départ, j'étais parti sur un 16. Et puis, bon, je me suis rappelé le dernier kilomètre. Je me suis dit, pour ce dernier kilomètre, comme dirait un journaliste sportif de Deglingo, j'ai décidé de mettre un 17 sur 20 parce que c'était vraiment un dernier kilomètre de fou. Parce que quand je vois l'approche du kilomètre, que je vois que les autres sont à 700 mètres, je me dis il y a 300 mètres d'écart. Faut vraiment qu'ils arrêtent de rouler devant pour que le peloton revienne. Et puis je les ai vus faire des zigzags. Là, je me suis dit allez, c'est mort, le peloton a gagné. Et on peut saluer également le magnifique sprint de Gaviria qui s'est bien enflammé, le Colombien. Je crois qu'on a tout dit en introduction. On passe au bilan des Bleus. On passe au bilan des Bleus. Du côté des bilans des Bleus, ça n'a pas été la folie aujourd'hui. C'est vrai que ça a été compliqué pour certains coureurs. Celui qui s'en est le mieux sorti aujourd'hui, je dirais que c'est Alexandre Delettre qui a fait plutôt une étape intéressante. Voilà, il est dans l'échappée. Bon, il échoue à pas grand chose du groupe de devant parce que vraiment les deux sortent dans les 200, 300 derniers mètres, grand maximum. Donc il y a vraiment pas grand chose d'écart. Voilà, il est vraiment pas très loin. Et puis il lui manque vraiment pas grand chose. Vraiment, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour lui parce que ça aurait pu vraiment le faire et ça aurait été une belle victoire dans sa carrière. Je pense que, une belle victoire, ça aurait pu être une belle échappée, du moins, avant que ça soit une belle victoire. Il ne lui a pas manqué grand-chose aujourd'hui pour que ça aille au bout. Donc voilà, dommage pour lui, mais on espère que il prendra d'autres échappées, surtout du côté de la Cofidis, parce que c'est vrai que pour le moment ça leur réussit pas trop les échappées, mais ils sont venus pour être dans une course de mouvement, ils sont pas venus pour forcément pour les grands résultats, on va dire ça comme ça. Ils savent que pour le général ça va être compliqué, même au niveau du sprint. Bon, Consoni, on a vu les limites aujourd'hui de Consoni qui a bien lâché dans le final, mais il y a vraiment l'objectif, je pense, d'aller au bout de ce Giro en essayant d'obtenir un grand résultat sur une étape. Bon, là, pour Delettre aujourd'hui, ça ne l'a pas fait, mais je pense qu'ils vont retenter leur chance et vraiment, pour Alexandre Delettre, ça va être intéressant. Il y a des étapes qui peuvent lui convenir en début de deuxième semaine. S'il n'y a pas de souci de Covid d'ici là pour cette équipe, ça peut vraiment être intéressant pour eux. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner pour cette équipe autour d'Alexandre Delettre et de Bidard notamment. On poursuit avec les flops de la journée. Je dirais le premier flop de la journée, c'est Verret. Il a une faculté, c'est quand même rare sur un grand tour, 2 fois de se retrouver en chasse-patate. C'est très rare même de se retrouver dans cette situation-là. Ça arrive une fois normalement. Mais alors là, 2 fois sur 2 échappées en une semaine, même pas en 6 étapes. Où il se retrouve dans cette situation-là, c'est pas la plus grande intelligence tactique du jour. Surtout que là, il est resté longtemps en chasse-patate. Parce que, alors je sais pas s'il y a cru longtemps, mais il est resté longtemps en chasse-patate. Parce que déjà, la première fois, il arrive à retrouver l'échappée,
Bon, ensuite, il se relève, mais il était déjà un moment en chasse-patate, hein, lors de l'étape 2. Mais là, il est resté en chasse-patate super longtemps, Verret. A vraiment été terrible. Et dans ce genre de cas, bon, vu au moment où il attaque avec un temps de retard. À partir du moment où tu as plus d'une minute sur un groupe de 4 qui colle la bord, c'est mort, c'est fini, tu rentres à la maison. Sauf que lui, bah, il avait 2 minutes 30 à un moment de retard, il continuait à rouler tout seul. Voilà. Bon, faut arrêter quoi. Ce qui fait que bah, il a consommé beaucoup d'énergie pour pas grand chose, Verret. Et c'est vrai qu'en cette première semaine, c'est un peu le problème, Verret. Et c'est quand même un coureur qu'on nous avait vendu comme bon, peut-être un futur crack du côté de chez Arkea. Pour le moment, on va pas se mentir que j'ai pas vu grand chose de Verret. Ça me rappelle Chris Lawless, pour ceux qui se souviennent, du côté de la Total, que Jean-René Bernodeau nous avait vendu comme un coureur exceptionnel, alors que s'il avait été viré de Sky, c'est qu'il y avait des raisons. Donc là, Verret, ouais, pas fantastique quoi. Hein. Aujourd'hui, compliqué pour Alexandro Verret. Ça s'est pas goupillé du tout comme il le souhaitait sur cette étape. Voilà, donc on espère que ça va aller mieux dans d'autres journées pour Verret, au moins qu'il sera dans le bon timing, parce que là c'est vrai qu'il est un peu passé pour un con. Et puis du côté de la Groupama, bah, dommage, hein, il y avait une opportunité du côté du sprint avec Stewart, sauf que bah, ça s'est pas bien goupillé du tout hein, pour les deux, et Van der Berg et Stewart font 13 et 14, alors je pense qu'il y avait vraiment une opportunité de rentrer dans le top 8 aujourd'hui. Quand tu vois le sprint que fait Mayhofer, je pense vraiment que Jack Stewart est en capacité de faire un sprint de la qualité de Mayhofer, donc c'est dommage de rater cette opportunité-là pour Jack Stewart avec un lancement de sprint qui a encore été très compliqué. C'est un peu le résumé de la saison pour le moment chez Groupama FDJ, c'est que les lancements de sprint sont quand même très mauvais, très moyens. Pour l'instant, il y a eu peu de sprints où ils ont vraiment réussi. Je dirais qu'il faut revenir du côté de Down Under, où Paul Penwatt avait fait des bons sprints. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les sprints du côté de la Groupama, ça a été compliqué. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Mats Pedersen. C'est une victoire... je dis toujours, parfois il y a des victoires qui sont... Si on devait faire les victoires au mérite, aujourd'hui Pedersen il mérite complètement sa victoire. Parce que c'est lui qui fait travailler son équipe pendant toute la journée, qui fait le job. Vraiment, notamment les deux Érythréens chez Trek, ils ont bien souffert aujourd'hui parce qu'ils ont été à l'avant. Alors que d'autres équipes auraient dû avoir le poids de la course. Je suis désolé, mais Alpecin et UAE auraient dû rouler, enfin UAE a un peu roulé, mais Alpecin surtout aurait dû travailler. Je comprends pas pourquoi Alpecin ils n'ont pas bossé aujourd'hui, surtout quand tu connais les qualités de Cadengrove, donc je sais pas trop ce qu'ils ont branlé à ce moment-là. Mais du côté de Pedersen, il fait un super sprint. Surtout que il n'avait plus vraiment de lanceur, c'est Mollema qui fait le tempo dans les derniers kilomètres, hein, donc il n'y avait vraiment plus personne. Et ensuite il déclenche magnifiquement son sprint, et contrairement au jour précédent où il lui en manquait un petit peu pour aller chercher ses adversaires, là il a vraiment trouvé le bon timing pour faire la différence, et puis il fait le sprint au bon endroit. Parce que je ne sais pas si vous aviez entendu la séquence sur Eurosport avec l'expert JCN qui indiquait bien qu'il y avait beaucoup de vent, 3/4 phase dans cette dernière ligne droite, et qu'il fallait vraiment faire plutôt son sprint au milieu de la route plutôt que le long de la balustrade côté gauche. Et c'est ce qu'a fait Pedersen. Pedersen il démarre pas le long de la balustrade côté gauche et il fait vraiment un super sprint. Donc voilà, très belle course de Pedersen, et c'est lui qui a été au charbon un moment pour aller chercher Movistar, pour aller chercher des mecs de Bahreïn aussi. C'est lui qui a fait il a été le taulier aujourd'hui du peloton. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Pedersen après son titre de champion du monde que c'était presque un sous-champion du monde, alors que moi j'avais toujours trouvé que voilà, il y a eu des pires champions du monde vraiment que Pedersen. J'avais toujours trouvé que c'était un bon champion du monde, Pedersen. Je peux vous dire qu'il y a des mecs qui ont été champions du monde et qu'on a beaucoup moins vu que Pedersen, j'en ai connu. Et je trouve que les gens avaient été très durs, certains observateurs, avec Pedersen après son titre de champion du monde. C'est peut-être ce qui lui avait mis un contre-coup en 2021, où il fait une saison qui est vraiment pas bonne en 2021.
où il a beaucoup de mal à être dans le rythme, dans beaucoup de courses. Je me souviens sur le Tour de France notamment, il est en grosse difficulté. Et puis 2022, he's back. Il fait vraiment des super courses. Et là, je rappelle, sur les 3 grands tours, c'est 3 victoires d'étape. Enfin, 3 fois, il a gagné une étape. Sur le Tour de France, sur la Vuelta, j'en parle même pas, hein, il les a collectionnés. Là, sur ce Giro, donc c'est vraiment impressionnant. C'est le seul, voilà, à avoir enchaîné 3 victoires sur 3 grands tours d'affilée. Ça, faut pas le négliger non plus. C'est pas si évident que ça d'enchaîner 3 grands tours. Même, on va dire qu'il y a une séparation de 6 mois entre les 2 derniers, mais c'est vraiment pas évident. Et je trouve qu'il a été vraiment très fort, Pedersen, et ça devient un peu le sprinter des grands tours. Ce qu'a été à une époque Peter Sagan ou McEwen ou tous ces mecs-là qui étaient très bons sur les grands tours et pour prendre des points au maillot cyclamen. Et ce qui est important aussi avec cette victoire, c'est qu'il reprend un petit peu de retard, de son retard au niveau du maillot cyclamen. Je continue avec Jonathan Milan. Malgré le fait que là Pasqualone a dû bosser, donc il n'avait pas de poisson pilote, il s'est servi des roues des autres coureurs. Il part avec un petit temps de retard, il finit quand même 2e aujourd'hui, alors qu'il part avec un temps de retard par rapport à Pedersen notamment. Sans poisson pilote, c'est fort ce que fait Milan quand même en ce début de Giro. On savait qu'il était fort, mais c'est pas pour moi une grande surprise qu'il soit performant. Mais ce qui est une grande surprise pour moi, c'est qu'il soit régulier. Performant sur une étape, beaucoup de sprinteurs ont gagné une étape sur un grand tour. Sans forcément faire beaucoup de résultats après. Mais être régulier sur un grand tour, c'est très compliqué. Et pour remporter un maillot cyclamen, il faut être régulier. C'est-à-dire qu'il faut marquer des points tous les jours. C'est comme un championnat de sport automobile. On pourrait dire, il faut marquer des points tous les jours. Tous les jours importants de sprint. Et là, c'est ce qu'il arrive à faire, Jonathan Milan. Il va pas être facile à déloger. Pour la première place du maillot cyclamen parce qu'il a 110 points. Pedersen en a 86, je crois, de tête. 83. Caden Groves a 11 points de retard. Je rappelle que sur le Giro, c'est pas si rémunérateur de points, une étape de Giro. Donc ça commence à être quand même intéressant pour Jonathan Milan. Il va falloir aller le chercher quand même avec ce maillot cyclamen. Parce qu'il fait vraiment du très très bon travail jusqu'à maintenant et surtout la régularité. Quand on regarde, hop, je vais prendre juste Jonathan Milan 10 secondes. Hop là, j'espère que ça va pas faire planter mon streaming. Enfin, mon enregistrement. Il a fait premier, deuxième. Voilà, il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il a fait la même chose. À part Amelfi où il est derrière. Sinon, il a été présent sur tous les sprints. Et pourtant, c'était pas facile d'être présent sur tous les sprints avec les chutes et autres. Donc vraiment, c'est une belle perf que fait pour le moment Jonathan Milan. Et oui, il va falloir aller le chercher sur le maillot cyclamen. Ça va vraiment pas être évident de réussir à le battre sur ce classement-là. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Simon Clark. C'est con parce qu'ils avaient tout bien fait. Il avait tout bien fait sur la journée. Il recompose le groupe dans la dernière difficulté du jour pour se débarrasser un peu des poids morts. Il se retrouve en plus avec un mec qu'il connaît bien, qui est De Marquis. Je pense que ça a été même son problème à Simon Clark. Il s'est trouvé avec un mec qui le connaissait parfaitement bien, avec un ancien équipier. Et De Marquis, il savait que avec un mec avec qui il avait déjà été en échappée aussi avant d'être équipier, vous avez déjà été adversaire dans des échappées, et De Marquis savait qu'il avait aucune chance face à Simon Clark. Et dans le dernier kilomètre, Simon Clark, il foire tout. Il a de la chance, c'est que De Marquis, il collabore quand même très longtemps. C'est quand même un peu un roule-toujours, De Marquis. Mais dans le dernier kilomètre, il sait très bien qu'il a aucune chance. Parce qu'il connaît Simon Clark, ils ont été équipiers, parce qu'ils ont été adversaires en échappée encore une fois. Et qu'en plus, lui, il y a Michael Matthews qui peut aller marquer des points pour le classement du maillot cyclamen, qui est en position d'attente. Donc ce qui a été très compliqué à gérer pour Simon Clark, mais il aurait dû faire un tempo. De toute manière, De Marquis, c'est pas un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Tu te mettais en tête du groupe, tu roulais à 43-44 km/h, tu te faisais pas remonter, à part surtout si tu roulais le long des balustrades où tu te débrouillais pour surveiller que d'un côté.
tu te faisais pas déborder et tu gagnais ton étape. C'est dommage pour Simon Clark parce qu'il avait l'opportunité de gagner sur les 3 grands tours. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir cette opportunité-là. Et qu'il s'était quand même bien embarqué aujourd'hui. Et que dans le final, bah ouais, il foire un peu tout, quoi. C'est dommage parce que c'est vraiment l'erreur un peu bête, tout simplement pour Simon Clark. Et surtout quand tu as cette expérience-là en échappée du côté de Simon Clark, c'est l'erreur que tu ne dois pas commettre. Pour moi, je considère que De Marquis, il a joué sa carte à fond. C'est à Clark d'être plus intelligent dans le final et de mieux jouer tactiquement. C'est dommage, il s'en était bien sorti face à Taco van der Horn l'année dernière sur le Tour de France, sur l'étape des pavés. Là, ça s'est pas aussi bien goupillé. Parmi les bonnes dames aujourd'hui, Gaviria. Il nous a fait sa spéciale, le fameux sprint de très très loin, mais où il n'y a aucune chance d'aller au bout. Je sais qu'il a progressé, j'ai dit, bon, maintenant il est capable de faire des sprints longs. De là à faire 350 mètres vent de face, faut pas déconner non plus, donc il a complètement explosé dans le final. Gaviria, c'est dingue parce qu'il pourrait avoir un palmarès aujourd'hui où il a, 60-70 victoires chez les professionnels. Il en a beaucoup moins que ça parce que le nombre de fois où soit il a eu un mauvais poisson pilote, parce qu'à une époque il avait Molano en poisson pilote, c'était pas top. Ou soit les occasions qu'il a ratées en dégoupillant, on a l'impression au niveau du cerveau, en faisant des sprints pas du tout performants. Ça donnera peut-être des regrets en fin de carrière quand il sera à 90 victoires et qu'il n'atteindra pas les 100 victoires. C'est dommage pour Gaviria parce qu'aujourd'hui il y avait vraiment l'opportunité de faire un bon sprint. Mais tactiquement, là, c'est complètement raté. Et puis quand tu vois qu'Ackermann fait 3, Gaviria avait la possibilité de faire 3 aujourd'hui. Donc c'était peut-être pas l'objectif pour lui. Il voulait peut-être que la gagne. Et il s'est dit je vais anticiper pour aller chercher la gagne. Mais vu les conditions dans le final, tout le monde savait qu'il y avait vent de face. En plus, il attaque pile le côté où il y a le plus de vent. Tous les autres, ils sont remontés dans son sillage. Et alors, tranquille, vraiment sur les 100 derniers mètres. Et il a complètement explosé. Donc c'est dommage de faire cette erreur-là pour Gaviria. Après, c'était peut-être aussi un sprint un peu de frustration par rapport à l'étape d'hier où il n'a pas pu sprinter. Par rapport au premier jour, ça a été compliqué. Ça ne s'attendait peut-être pas à être dans cette difficulté-là dans ce Giro. Mais bon, c'est vrai que c'est pas excellent pour le moment pour Gaviria. Et puis je continue avec Alpecin. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas roulé. Caden Groves, il gagne la veille et tu roules pas. Caden Groves, on sait maintenant qu'il passe très bien les bosses. C'est ce qu'il nous a quand même bien montré sur le Tour du Pays Basque. Et tu roules pas. Il fallait quoi qu'il enchaîne 4 victoires pour que vous rouliez. Je trouve que c'est ce qui a failli coûter la victoire quand même à un peu tout le monde. Je trouve que c'est pas très fair play, voilà, de la part d'Alpecin. Normalement, quand tu as l'un des meilleurs sprinteurs de la course, tu travailles. Tu fais pas je compte mes coups de pédale. Et là, à aucun moment, ils ont roulé de la journée. Et là, je trouve que c'est très dommageable de la part de cette équipe. J'aurais voulu les voir à l'avant. Quand tu gagnes une étape, pour moi, pour l'instant, il y a 3 sprinteurs qui ont gagné des étapes. Bon, bah voilà, tu vas aller chercher, tu vas aller rouler à l'avant de la course. Et là, ils ont fait un peu du n'importe quoi, je trouve, chez Alpecin, en ne voulant pas rouler, en coûtant leur coup de pédale. Au final, ça leur coûte cher parce qu'ils prennent que la 4e place et que ça a failli leur coûter la victoire, enfin la possibilité de jouer la victoire aujourd'hui. Et puis je pense qu'ils se sont fait pas des amis dans le peloton. Et que dans certains jours, on va leur demander de rouler et on leur dira bah non, parce que vous nous l'avez déjà fait une fois ce coup-là, vous n'allez pas nous le faire 2 fois. Donc c'est pas forcément une bonne idée de se mettre à dos les autres équipes de sprinteurs parce qu'après ça peut un peu se retourner contre toi. Et puis je termine avec le maillot blanc. Il y a des moments où moi je me dis que dans le cyclisme, il y a quand même des règles qu'il faudrait changer. Pourquoi Arensman porte le maillot blanc alors qu'il est 4e au niveau de ce classement du maillot blanc? Je rappelle que le leader est notre ami norvégien, qui est en tête, j'ai oublié son nom, c'est Leknesund. C'est là des heures de sommeil là qui me manquent, qui donc est en tête du classement du maillot rose. Donc là c'est tout à fait normal, il a un autre maillot distinctif sur la course. Par contre, que Remco Evenepoel et encore plus que Remco Evenepoel, que Joao Almeida ne porte pas le maillot blanc, ça je trouve ça inadmissible.
encore Remco Evenepoel, tu peux dire, bon, il a le maillot de champion du monde. Mais pour moi, les maillots de champion du monde, c'est pas un maillot distinctif de la course. Mais bon, encore, tu peux dire, c'est le maillot de champion du monde. Mais là, on a quand même, on sait pourquoi il le fait. C'est pour éviter d'être sur la. C'est pas parce qu'il veut montrer la beauté du maillot de champion du monde, non. C'est pour éviter le protocole à l'arrivée. Je suis désolé, mais si on lui paye un salaire, c'est parce que les sponsors qu'il a dans son équipe lui permettent également de se montrer. Voilà, donc s'il voulait en plus ne pas faire le protocole à l'arrivée, bah, il avait qu'à perdre 5 minutes. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, je ne sais plus. Il y a 2 jours, il fallait qu'il perde 5 minutes. Donc encore une fois, il avait mal joué ce jour-là. Mais je trouve ça lamentable parce que tu as des sponsors et les sponsors ils payent ton salaire et les sponsors ils te payent gracieusement ton gros salaire aussi. Et je pense que le minimum quand tu es coureur, c'est d'aller faire des interviews. Parce que les journalistes, encore une fois, hein, si les journalistes ils sont plus là, il n'y a plus de débrief de course de cyclisme. Voilà. Si les journalistes ils sont plus là, Remco Evenepoel, il va pointer au Pôle emploi. Hein. Parce qu'il n'aura plus de salaire, ça sera du cyclisme amateur. Si le cyclisme professionnel permet de gagner aussi bien sa vie, c'est parce que vous avez des journalistes qui relayent. Je pense qu'il y a un minimum de respect à aller au protocole et ce genre de choses. Et je trouve ça ridicule de la part de Remco Evenepoel de pas porter le maillot blanc. C'est un maillot distinctif. En respect quand même aux organisateurs, tu te dois de porter le maillot distinctif. Et Almeida, pareil, parce que tu es champion du Portugal. Sans déconner, un maillot blanc, c'est plus important pour moi qu'un titre de champion du Portugal. Titre de champion du Portugal, tu pourras le porter sur d'autres courses. Et là encore, c'est pour éviter le protocole à l'arrivée. Protocole à l'arrivée, c'est aussi les sponsors. Donc je trouve ça ridicule que ça soit Arensman qui a le maillot blanc. Et je trouve qu'il faudrait obliger les coureurs à porter les maillots distinctifs. À part si, par exemple dans le cas de l'Eknessun, vous êtes maillot rose, que vous avez un autre maillot distinctif sur la course. Mais si c'est juste pour pas participer au protocole, je trouve ça ridicule et lamentable. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain à 7h pour faire la présentation de l'étape. N'hésitez pas à répondre aux petits sondages que je dissémine un petit peu partout pendant la journée. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!